En 1938, il faut imaginer quand on sortait de la guerre de 14-18. Les gens sont rentrés chez eux blessés, la gueule cassée, les poumons brûlés. On en avait marre, on espérait, on aspirait à ce qu'on appelle la dernière des derniers. « 1er septembre 1939. L'armée allemande, menée par Adolf Hitler, envahit la Pologne. Désormais, la guerre est inéluctable. Le lendemain, la France mobilise ses troupes sur la ligne Maginot. Parmi elles se trouvent 226 prêtres et 37 séminaristes mosellans. Le 3 septembre, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne nazie. Le 27 octobre 1939, le pape Pie XII publie sa première encyclique dans laquelle il évoque le drame qu'est la guerre. Notre cœur paternel est saisi d'angoisse quand nous prévoyons tout ce qui pourra germer de la ténébreuse semence de la violence et de la haine à laquelle l'épée ouvre aujourd'hui des sillons sanglants. La France veut à tout prix protéger la population qui habite le long de la ligne Maginot, la zone rouge. 210 000 Mosellans, dont 265 prêtres, sont alors évacués en une seule journée. Les évacuations sont organisées, mais certaines personnes choisissent de partir par leurs propres moyens. Nous étions donc dans la région entre frontières et ligne Maginot. Donc il fallait évacuer donc les personnes qui y habitaient pour les mettre à l'abri. J'étais donc embarqué dans un wagon à bestiaux dans le Pas-de-Calais, à Avion près de Lens. Tandis que mes parents ont atterri à l'île Jourdain dans la Vienne, avec la commune de Frémin après. Et puis après, j'étais mobilisé. Les sœurs, elles ont été évacuées en Charente-Maritime et en Vienne. Elles suivaient les gens, là où elles étaient dans les villages, elles partaient avec les gens. De nos sœurs, il y avait 162 insertions avec 396 sœurs dans 33 départements. Alors la maison mère ici, rapidement va être transformée en hôpital militaire français jusqu'en juin 40, jusqu'après la drôle de guerre comme on disait. Il y a à peu près 300 000 personnes qui seront en dehors de la Moselle, donc autant de catholiques je dirais. On les a mis en sécurité, mais ils ont atterri dans la Vienne et dans les Charentes. Des gens qui sont dialectophones, catholiques, dans des pays qui sont déchristianisés. Donc ça a posé quand même des problèmes de cohabitation, quoi. Les Français, ils se demandaient c'était quoi leur langue là? Oh, ça ressemble à l'allemand, quoi. C'était un peu bizarre, quoi. Alors ce qui les a sauvés, c'est qu'ils ont pu, comme tout le village a été évacué, c'est-à-dire tout le village, c'est aussi bien avec les autorités, le curé, l'instituteur, le maire, donc ils ont pu reconstituer une vie un peu entre eux. Et il y avait un journal aussi qui était imprimé par les réfugiés et qui s'appelait Le Lien. Le Lien. Il était attendu, il y avait des dernières nouvelles des réfugiés. L'évêque de Metz, Monseigneur Heinz, fait une circulaire sur le maintien des usages religieux et la mise en sécurité des établissements et des biens. D'octobre 1939 à mai 1940, les armées françaises et allemandes se font face. Plusieurs églises sont détruites lors des bombardements. Le 10 mai 1940, c'est la fin de la Blitzkrieg. Et le 14 juin, Metz est déclarée ville ouverte, c'est-à-dire livrée sans combat à l'adversaire. Le 10 mai, là on a eu déjà les Allemands qui sont venus. Ils venaient du Luxembourg. Ouais, alors on a eu les Allemands qui sont arrivés ici. Bon, on les aimait pas. Le soldat avait sur son ceinturon « Gott mit uns ».
Et ça m'a épouvanté que ce gars-là horrible pouvait avoir le bon Dieu avec lui. Ça m'a vraiment épouvanté. Et ça m'est resté. Et après, encore quand je voyais un ceinturon d'un soldat allemand, je me disais, s'il est avec lui, il est où, au fond? C'est impressionnant qu'ils aient ça. Et ils avaient ça sur leur ceinturon. C'était la défaite de 40. Je n'ai jamais vu un pays aussi bas, aussi déréglé, aussi désorganisé que la France de 40. Au jour de l'armistice, le seul qui pleurait parmi mes camarades, c'était moi, parce que je savais que je ne pouvais plus rentrer en Moselle. Le 17 juin 1940, Pétain fait un appel à cesser le combat et signe l'armistice du 22 juin. Mais rien n'est indiqué dans ce document concernant l'Alsace et la Moselle. Sauf que les Allemands estiment que la Moselle est une vieille terre allemande, qu'il y avait une parenthèse de 20 ans entre 1918 et 1940, et qu'ils récupèrent ce qu'ils estiment avoir des territoires de sang allemand qu'ils avaient perdus après 1919. Dès juillet 1940, ils vont rétablir l'ancienne frontière de 1871. Mais ce n'est pas un acte légal, c'est pas un traité. Pour une majorité des familles évacuées, l'armistice et la défaite française leur imposent un retour à la zone, désormais allemande. En juin, lorsque les Allemands ont envahi la Belgique, nous sommes repartis pour rejoindre la Loire, où mes grands-parents habitaient. En fait, on n'a pas pu y aller parce qu'au bout de 2 jours de route, à pied, nous étions accueillis par les Allemands qui avaient contourné par la Somme et qui nous sont venus à notre rencontre. Les Allemands, ils avaient besoin de mineurs dans les mines de charbon. Et très très vite, on nous a rapatriés à Hambourg. On était tantôt allemands, tantôt français. Hein. Il y a eu même des mauvaises langues qui disaient les Alsaciens moselans, ils ont de la chance, ils sont toujours avec les vainqueurs. Et on n'a jamais choisi, ni en 71, comme on n'a pas choisi de redevenir français en 1919. Comme on n'a pas choisi d'être allemand en 1940. En fait, les gens se sont toujours adaptés à une situation qu'on leur a imposée. S'ils voulaient rester ici, ils étaient obligés de faire avec, quoi. Il fallait non plus pas s'aliéner le peuple catholique. Quand les Allemands sont arrivés en Moselle, la guerre n'était pas finie. Donc il fallait aussi concilier le peuple qui était là. Enfin, ils priaient Dieu en disant ils vont s'en aller, les Allemands, parce que les gens n'avaient quand même pas envie de revenir à l'époque où on était Allemands. Parce que la plupart des gens qui vivaient ici étaient quand même des gens qui avaient connu de 70 à 18 la période allemande. Mes parents ont fait le choix de partir. On a tout laissé, on pouvait juste prendre 30 kilos avec. Alors qu'est-ce qu'on n'a rien pris? On pouvait prendre juste des vêtements, quoi. Alors ils ont préféré aller dans le Midi. J'avais un frère qui était déjà militaire à Avignon et l'autre frère qui avait 20 ans qui était bientôt à l'armée, donc il ne voulait pas qu'il aille chez les Allemands. Et on est partis, c'est comme ça qu'ils sont partis dans le Midi. La première annexion, les Allemands ont voulu faire une vitrine. La deuxième, plus ou moins, mais avec brutalité, vous voyez, Paris, ils voulaient, c'est tout. Il fallait éliminer tout ce qui n'est pas vraiment pur et dur. Pour la plupart, ils redoutent cette germanisation, 20 ans seulement après la libération de 1918. Et pourtant, 210 000 Mosellans retournent chez eux. Alors d'abord, il fallait passer un contrôle allemand, parce que les Allemands ne laissaient pas rentrer n'importe qui passer la frontière d'alors. Les Allemands ne laissent pas rentrer certaines catégories. Des gens qui sont trop francophiles, mais aussi les juifs, les communistes, certainement des catholiques jugés trop francophiles, quoi.
Notre maison avait été entièrement pillée par l'armée française, hélas, et les Allemands, avec toute leur brutalité, leur fanatisme, interdiction de parler français, interdiction... C'était invraisemblable. Plus de voitures, plus rien. C'était vraiment... Il y a eu un changement, mais total. Parmi les évacués, 70 000 Mosellans décident de rester dans les territoires qui les ont accueillis. Bon, il y en a qui pensent que, effectivement, nos territoires vont devenir allemands, ils n'ont pas envie d'être allemands, quoi. Et il y a même des prêtres dialectophones qui font ce choix-là. Les autorités nazies gardaient en mémoire le rôle fondamental de l'Église catholique dans l'échec de la première annexion. Monseigneur Heinz, installé comme évêque de Metz depuis 1938, représente une autorité étrangère sur un sol allemand. Sa présence est inconcevable pour les nazis. Son expulsion est décidée le 2 juillet 1940. Le 15 août, pour ne pas provoquer les autorités nazies, Monseigneur Heinz décide de ne pas faire de procession vers la statue de Marie. Pourtant, beaucoup de Mosellans s'y retrouvent de manière spontanée. Pour eux, c'est la première vraie occasion de témoigner de leur foi depuis le début de la guerre. C'était très extraordinaire parce qu'on avait l'impression, moi, j'avais l'impression que les gens allaient souvent manifester ou aller à l'église, comme la place Saint-Jacques le 15 août, pour manifester aussi contre les Allemands. Comme ils étaient contre la religion catholique, ou contre les pratiques. Et au 15 août, on a toujours été, depuis toutes les églises, on allait en procession jusque devant la statue de la place Saint-Jacques, là. Et le jour-là, les gens avaient décidé, le 1er 15 août que les Allemands étaient là, d'aller un avec un blanc, un rouge et un bleu. Maintenant, les fleurs se résument à la circonférence des colonnades. Mais à cette époque-là, c'était toute la place qui était, mon Dieu, garnie de fleurs. Et le lendemain, il y a eu la première expulsion, l'évêque en tête. Pour justifier l'expulsion de Monseigneur Heinz, sans attaquer frontalement l'Église catholique, les nazis s'appuient sur cette expression pieuse et francophile qui leur apparaît alors comme une opportunité. Les Allemands sont allés à l'évêché de Metz, et puis on dit à Monseigneur Heinz, vous êtes expulsé, préparez vos bagages, vous et votre maman, eh bien, nous vous emmenons. Ils n'ont pas dit où, mais ils ont arrêté la voiture à 20 km au bord de Lyon, et ils ont dit à Monseigneur Heinz, eh bien écoutez, on ne vous emmène pas plus loin, maintenant débrouillez-vous. Donc Monseigneur Heinz s'est occupé des Lorrains, mais il y en avait partout des Lorrains. On peut dire que les 2/3 du département de la Moselle étaient expulsés. Les catholiques de Moselle sont disséminés, et l'évêque réside hors de son diocèse. C'est le premier acte d'un plan délibéré des nazis pour briser l'influence de l'Église dans la société mosellane. L'Église avait un poids considérable. Elle sortait en fait de son Église. Elle avait un poids politique. Il existait un parti entre-deux-guerres qui était très lié à l'Église. Il y avait même des députés, des conseillers départementaux qui étaient des gens, des curés, des prêtres. Ils avaient un pouvoir aussi, parce que c'est eux qui donnaient les mandats à certains députés, puisqu'il y avait une presse catholique qui était très importante. Il y avait 2 journaux, un de langue française, qui était le Lorrain, et il y avait le Landträger Volkszeitung, qui était un journal de langue allemande, alors là, qui était non seulement des journaux où on parlait d'église, mais on parlait aussi d'autres choses, et notamment de politique. Et il y avait aussi donc ce qu'on appelait l'Action catholique, qui était omniprésente dans toutes les communes. Vous aviez donc des associations, un panel d'associations aussi bien pour les adultes que pour les femmes, pour les enfants. Et finalement,
La vie, on était ici, il y avait plus de 90% de la population qui était catholique. Plus de 800 prêtres avant la guerre. Donc chaque commune, vous aviez un prêtre, et souvent avec des vicaires. Et il y avait vraiment une présence. Le dimanche, il y avait plusieurs offices. Il y avait des offices tous les jours. Donc la vie, elle était vraiment rythmée par la vie religieuse. D'autant plus qu'on n'était pas catholique que parce qu'on était baptisé. On était catholique parce qu'on était pratiquant aussi. C'était confessionnel. Les classes allaient ensemble à l'église, c'était plein. Tout le monde passait à la confirmation. Ça, c'était plein. Ah oui, oui, oui. Avant d'aller en classe, on allait à la messe à 7h du matin, ça c'est clair. Bon, dimanche, il y avait messe le matin, vêpres et complis. Ensuite, le curé allait voir les gens, les sacrements et tout ça. À l'époque, les curés confessaient beaucoup. Hein. Et ils étaient quand même aussi les confidents un peu... Bien sûr, on ne va pas se dénoncer, au contraire. Hein. Mais on savait bien que... Il y a vraiment un poids politique très important, spirituel, social, communauté, mais aussi un poids politique. Et en 1940, c'est ce qui va être combattu par l'Allemagne nazie. Le 7 août, Josef Pürkel est nommé chef de l'administration civile allemande. Il peut déjà installer l'autorité de l'Allemagne en Moselle. Il a estimé très rapidement qu'il y avait des gens qui étaient indésirables à la frontière. Alors selon des critères qui étaient, par exemple les Français dits de l'intérieur, nés à l'intérieur, c'est-à-dire en dehors des départements Alsace-Moselle, les Juifs, les Nord-Africains, les Asiatiques, ça c'était les premiers. Le 16 août 1940, les premières expulsions commencent, surtout pour les personnes considérées comme non germanisables. Au début de l'occupation, ils ont fait un tri et ceux qui avaient été réfractaires déjà de la guerre de 14, eh bien, ils ont eu leur mode d'expulsion. Ceux qui étaient très francisés étaient expulsés. Hein? Et les autres, ils ont fait du conformisme. On avait des drapeaux hitlériens depuis la chapelle jusqu'à la frontière allemande. C'était très germanisé. Mon père s'est fait arracher le béret par un collabo, etc. Il n'a plus porté de béret après. Ils étaient dans la contrainte ici. Les Allemands avaient organisé cette expulsion, il y avait des notifications donc imprimées, donc on savait qu'on voulait, expulser, on avait fait des enquêtes, il y avait des membres d'associations patriotiques comme le Souvenir français, Renaissance française, des gens qui faisaient partie de ce qu'on appelle l'association des malgré nous, tout cela, on s'est dit, cela, de toute façon on pourra faire ce qu'on voudra, ils ne seront pas germanisables. Donc ça fait 27 000 personnes comme ça qu'on est venu chercher du jour au lendemain. Tout le monde est parti parce que là, ils ont expulsé vraiment les gens. Les premiers sont partis à Lyon, après c'était dans l'ensemble de la France. Mais il y a eu plein d'expulsions. Et les expulsions des Allemands, ils sonnaient à votre porte quand on les avait eus, et vous aviez une demi-heure pour faire vos valises. Et vous avez 50 kilos par personne. Et ils avaient une espèce de bascule qui ressemblait à, je dirais, presque à pèse-personne déjà à l'époque-là. Et si vous aviez plus, ils ouvraient la valise et vous le fichiez par terre. Il y avait énormément, encore à l'époque, de communautés justement religieuses, femmes, mais qui ont été expulsées, qui n'ont pas pu rester, parce que les couvents ont été en général réquisitionnés par les Allemands. Dans cette première fournée, il y a eu aussi beaucoup de sœurs enseignantes. Ils étaient très pragmatiques. Les sœurs hospitalières, on les a gardées, ça pouvait toujours servir. C'est vrai qu'elles ont servi pendant la guerre, elles étaient dans les lazarettes, dans les hôpitaux militaires. Mais les sœurs enseignantes qui ont enseigné
En l'occurrence, le français, surtout, on les a mis à la porte, quoi. La consigne pour les prêtres, c'était à partir du moment où il y avait plus de personnes qui étaient expulsées que de personnes qui restaient, ils devaient partir avec. Les premiers convois ne sont pas attendus et ils sont hébergés dans le Palais des Foires à Lyon. À partir de septembre 1940, ils sont répartis dans plusieurs départements du sud de la France et sont accueillis par des populations qui les attendent. Ces Mosellans vont découvrir une France déchristianisée. On ne savait pas où nous allions. Il y avait des Allemands au début du train, pas beaucoup, il y en avait 2 au début, 2 à la fin du train. Et puis on ne savait pas où nous allions. Et nous sommes arrivés à Lourdes. Et à Lourdes, il y avait des scouts qui nous attendaient. Il y avait des villages presque abandonnés. Et les Lorrains les ont fait revivre. Il y a eu la moitié du clergé qui a été expulsé, qui a aussi vécu sa guerre en dehors de la Moselle, quoi. Et évidemment, c'était plus difficile puisque la communauté, elle était dispersée. Quand vous êtes dans votre paroisse, que vous êtes là au milieu de votre église, et avec des associations, avec la vicaire, c'est quand même plus facile d'organiser la vie religieuse. Ils ne pratiquaient pas, les gens de là-bas. Donc, oui, ils trouvaient bizarre que nous, on allait. Alors eux, ils faisaient que le dimanche des rameaux. Pour eux, ils se mettaient en gros tralala, puis ils faisaient le dimanche des rameaux. C'était le seul truc, le seul dimanche où je pense que vous allez. Alors, les Lorrains se moquaient d'eux, quoi. Mais eux se moquaient sûrement de nous, quoi. Il faut aussi dire que nos curés étaient payés. Hein? Alors, tandis que les autres vivaient du denier du culte, c'était pas pareil, ça. Oui, mais je trouve que la France déchristianisée, ça fait mal, ça. Les personnes qui partaient de Moselle allaient vers le sud de la France et rejoignaient les communautés d'expulsés. Ils sont même parfois accueillis par Monseigneur Heinz. J'ai présenté les armes à l'évêque de Metz qui accompagnait les expulsés à la gare des Brotteaux, où je présentais les armes aux expulsés de Vergaville. Et l'évêque disait encore, Laurent, la guerre n'est pas finie, vous verrez, ça changera. Son espoir, c'était en fait que toute cette communauté puisse revenir vivre sa vie de catholique en Moselle. Ce qui voulait dire, ce qui induisait, en fait, la défaite de l'Allemagne, quelque part. Parce que, effectivement, tous ces expulsés, la seule possibilité pour qu'ils puissent rentrer, c'est que l'Allemagne perde la guerre. Et donc, ça a été un semeur d'espérance. Le 1er décembre 1940, Joseph Burkel devient Gauleiter, après le rattachement de la Moselle à la Sarre et au Palatinat pour constituer le Gau-Westmark. Il représente désormais l'autorité nazie en Moselle. Les nazis, en fait, ils étaient impressionnés par l'organisation des catholiques. Hitler a nommé un nazi, un ami personnel, il était membre du parti nazi depuis 1921, donc c'est Joseph Burkel. C'est un spécialiste de l'annexion et un spécialiste d'une politique anti-catholique. Le 28 septembre 1940, une ordonnance d'Hitler impose que la Moselle soit germanisée en 10 ans, une mission qu'il confie à Burkel. Il fallait germaniser à outrance, il fallait éradiquer totalement. Et toute velléité contre était mal vue, donc c'était combattu à l'extrême, avec une brutalité totale. Au sein, on ne le supportait pas. Puis la fausse, on n'a pas envie d'être droit des cons, ou la pendre à un gars parce qu'il a écouté la radio. Bon, il y a peu. Là, il va y avoir une brutalité dans les mesures, c'est-à-dire que au bout de 2 mois, tout le territoire sera défrancisé, c'est-à-dire tous les symboles français vont disparaître. Le plus typique, c'est le fameux béret, que les Allemands considéraient comme une coiffure typiquement française, et pour eux, il obscurcissait l'esprit.
Et quand par exemple vous rencontriez des SA dans la rue avec cette coiffe sur la tête, vous vous faisiez tabasser, quoi. Hein, ils étaient catalogués comme français, quoi. Mais vous savez, quand quelqu'un vous tape dans la porte sans sonner, en rentrant avec les fusils, fait le tour d'une maison, c'est pour ça que les gens avaient si peur. C'était pas une petite chose qu'ils faisaient. C'était vraiment comme leur camp de concentration. Hein. Les SS, un SS, vous en aviez une frousse terrible. Hein. Dans les écoles, les livres français vont disparaître. Dans les catéchismes, même les chemins de croix en français, on va les enlever, quoi. Les statues de Jeanne d'Arc si on les enlève pas, on les coffre, on les cache, quoi. Hein. Soit c'est détruit par l'occupant, ou soit souvent c'est aussi sauvé par les gens, quoi. Hein, vous avez par exemple beaucoup de prêtres qui vont cacher les livres français. On espère encore une fois que ça ne va pas durer, quoi. Hein, tout le paysage va changer, mais la langue française va être combattue. Vous n'avez pas le droit, elle n'existera plus dans le domaine public, mais même à la maison, le français, dans la vie privée, ça va être combattu, quoi. Et vous aviez des gens qui allaient écouter dans les bistrots, qui allaient écouter derrière les volets pour voir si vous continuez à parler le français, quoi. Donc, du religieux, le curé prêchait forcément allemand. Voilà, autre chose, strictement interdit de parler français à la maison. Surtout dans le ménage de l'instituteur. Ça serait su, mon père allait à Dachau, il était pendu. En octobre 1940, l'école redémarre. Il va évidemment plus avoir un livre en français, mais on aura même une revue qui va être créée spécialement pour la Moselle, qui va s'appeler Wir lernen Deutsch, nous apprenons l'allemand, qui dès novembre 1940 va être remplacé par la même revue, mais qui va avoir un autre titre qui s'appelle Wir sprechen Deutsch, nous parlons allemand. Et donc les Allemands vont considérer qu'en un mois, ils avaient bien appris la langue aux petits Mosellans. Nous avions pendant 2 années 2 institutrices de Vienne, en Autriche, qui venaient donc en Moselle, probablement pour nous germaniser, quoi, hein, pour nous apprendre à dire Heil Hitler, hein, le salut hitlérien. C'est une institutrice dont on fait venir donc des jouets de la part des Viennoises. Et je me souviens avoir eu un livre d'une Viennoise sur les Hitlerjugend, les jeunesses hitlériennes, voyez. J'étais au lycée de Saint-Tro, on hissait tous les matins le drapeau avec la croix gammée et il fallait faire le salut. Alors, wir grüßen unser Führer. Nous saluons notre Führer. Alors nous, on criait « 3 Liter » avec conviction et très fort. 3 Liter, 3 litres, les mêmes intonations. Au lieu de crier « Heil Hitler », 3 Liter. Ça se passait bien. Nous habitons, avant la guerre, c'était la rue principale, et pendant la guerre, c'était Adolf Hitler Straße. Moi-même, je m'appelle Marie-Jeanne, mais à l'école, c'était Maria Johanna. Mais ça va même plus loin. Je veux dire, par exemple, il y avait un monsieur qui s'appelait Potier à Godange, mais son nom a été germanisé en Töpfer. Ça veut dire potier en allemand, tout simplement. Tous les gens qui avaient une consonance allemande, les gens se méfiaient. Ils laissaient tomber, ils ne voulaient rien savoir, ils avaient peur. On avait peur d'eux, c'est sûr. On avait peur d'eux, c'était pas évident. On parlait entre nous, mais j'allais dire presque en cassette, le français. Chose qu'on ne comprenait pas. Hein. On aurait dû parler à la voisine en allemand du jour au lendemain. Elle ne savait pas plus l'allemand que vous, alors... Même les sœurs, elles avaient peur. Les sœurs qui existaient, les sœurs de Sainte-Chrétienne, elles avaient très peur, elles nous faisaient prier en allemand. Hein. Le 9 octobre 1940, l'Église perd son statut de droit public. Le lendemain, les nazis suppriment toutes les associations, notamment celles à caractère confessionnel. À partir du 15 octobre 1940, l'État allemand ne participe plus aux frais de fonctionnement et de personnel de l'Église catholique. Dès le 1er novembre, les prêches, les publications, les impressions de l'Église catholique doivent obligatoirement être en allemand. À partir du 29 septembre 1940, le Bureau du travail du Reich redirige tous ceux qui veulent entrer en religion vers un poste au service de l'État.
Nous étions une famille très pratiquante et j'avais un frère qui voulait devenir prêtre. Il était au lycée de Saint-Avold. On a demandé ce que les jeunes voulaient devenir et lui, il a dit « je voudrais devenir prêtre ». Alors c'était très mal vu et on lui a dit « alors il faut changer d'école ici, vous n'êtes pas à votre place ». Il y a beaucoup de jeunes qui voulaient devenir prêtres qui sont partis en France aussi. Le couvent n'avait donc pas le droit d'accueillir des jeunes puisque c'était interdit. Il y en a qui sont revenus progressivement. Quand elles arrivaient, on les habillait tout de suite en sœurs pour ne pas attirer l'attention. Les écoles publiques confessionnelles sont fermées et les habitants restant en Moselle sont contraints par une germanisation forcée et brutale. Les nazis veulent limiter la pratique religieuse par tous les moyens. Il n'y avait plus rien de religieux à l'école, là. Les gens se rassemblaient, puis ils faisaient la procession autour de l'église. Ils ne faisaient plus dans le village, ils faisaient autour de l'église. Certaines églises bombardées en 1940 sont alors rasées et deviennent des Adolf-Hitler-Platz. La vie continue presque normalement, mais parler français ou signifier sa francophilie est suspect et vous classe parmi les résistants. Il y a eu des prêtres qui ont continué à manifester leurs sentiments français. Par exemple, il y en a qui faisaient... moi, je me souviens du curé de Mézières qui avait fait un bosquet chez lui en forme de croix de Lorraine avec la baie de la Victoire. Du 11 au 21 novembre 1940, ce sont des villages entiers qui sont expulsés. 60 000 Mosellans, 63 trains. Et là, il y avait une dizaine de cars. Et puis on nous a fait monter dans ces cars et on nous a emmenés à Pompidou, et qui à l'époque était la gare de marchandises. Le jour où nous sommes partis, c'était le 21 novembre 1940, il y a eu au minimum 12 trains qui sont partis heure par heure avec 1000 personnes à bord. Donc de Metz, en un jour, 12 000 personnes s'en vont et on ne dit rien. Les nazis veulent installer dans leurs fermes des colons allemands, les Ziegler, afin d'accélérer l'intégration au Reich. En décembre 1940, après à peine 6 mois de présence en Moselle, les nazis affirment que le territoire est Judenrein, c'est-à-dire libéré des Juifs. Pourtant loin de son diocèse, Monseigneur Heinz reste évêque de Metz. Il fait régulièrement des visites pastorales dans les différentes communautés expulsées. C'est Monseigneur Schmitt, vicaire général, qui administre le diocèse de Metz, jusqu'à son expulsion avec tout le chapitre de la cathédrale, le 21 novembre 1940. Monseigneur Louis, l'autre vicaire général, prend la relève et administre le diocèse, sous la tutelle de l'évêque de Speyer, Monseigneur Ludwig Sebastian. S'il y a la moitié des prêtres qui ne sont pas là, ça veut dire qu'il y a la moitié des paroisses qui ne sont pas desservies. Ça veut dire que les prêtres, ils avaient à charge plusieurs paroisses. Et donc ils ne pouvaient pas avoir autant d'offices, c'était compliqué. Alors donc, le curé, qui s'appelait Kiefer, Nicolas, il a été expulsé. Alors, les premières semaines, on avait les curés voisins qui venaient le dimanche célébrer une messe, et puis à partir de 1941, vous voyez, c'est l'abbé Moutier, c'est un jeune prêtre qui était ordonné juste avant la guerre, en 1938, et qui était curé à Altrip, et qui venait à Rambourg, et qui assurait le service comme curé. On le prenait pour un curé, quoi. Le problème numéro 1, c'était de faire attention. S'il y a eu des vagues d'expulsion, et plusieurs, c'est parce que des prêtres ont déplu à l'occupant. Il fallait, comment dirais-je, tenir compte à la fois de son rôle, de ses idées personnelles. Prendre des risques, c'était aussi risqué de priver sa communauté d'une présence et de sacrements. Je pense que beaucoup ont dû faire attention à ces éléments-là, quoi. Est-ce que je mouille davantage contre l'occupant, mais avec le risque d'être expulsé? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y aura un remplaçant dans la communauté? Je crois que les prêtres ont dû être aussi attentifs à cet aspect de leur mission. Ces prêtres-là n'ont pas été remplacés par des prêtres allemands. En fait, il y a eu un transfert du grand séminaire de Metz à Spire.
En plus, les enseignants, c'était des Mosellans. Hein. Il y avait une bienveillance de l'église allemande, si vous voulez, envers ces Mosellans, quoi, quand même. Il y a encore des ordonnances cléricales, il y a eu des nominations. Alors, sauf que, à partir du moment où l'évêque avait été expulsé, il y a un certain membre de l'administration nazie qui ne reconnaissait pas la nomination des nouveaux prêtres. Il y a eu des nominations, l'administration civile et politique nazie avait fermé les églises. Dans l'épisode de Monseigneur Goldschmidt, il a été à la hache ouvrir une église, quoi, parce qu'il s'est vraiment opposé violemment à l'administration, quoi. De son côté, le parti nazi s'organise. Pour Bürkel, les Mosellans restants ne sont pas des Allemands pure souche, mais sont reconnus membres de la communauté allemande. Ils ont créé, dès septembre 1940, une organisation qui s'appelle la Deutsche Volksgemeinschaft, la communauté du peuple allemand, qui était une organisation qui était calquée sur le parti nazi, où à chaque échelon de la société, il y avait des responsables, ce qu'on appelait des Leiter. Donc le responsable de la région, c'était le Go-Leiter, donc Bürkel. Après, il y avait des Kreisleiter, responsables d'arrondissement, les Ortsgruppenleiter, responsables de communes, Zellenleiter de quartier, les Blockleiter d'îlots de maison, quoi. Normalement, tous les Mosellans de souche devaient y adhérer. En 1942, Bürkel annonce fièrement que 98% des Mosellans en sont membres. Il y a des prêtres qui ont refusé, par exemple, d'adhérer à la Deutsche Volksgemeinschaft, puisque le concordat qui existait en Moselle, il n'a pas été supprimé même par les Allemands, donc ils étaient assimilés fonctionnaires, donc ils étaient normalement dans l'obligation d'adhérer à la Deutsche Volksgemeinschaft. Il y en a qui ont refusé de le faire. Le 28 juillet 1941, les agents du SD se présentent dans 104 églises pour convoquer les prêtres à de fallacieuses réunions. C'est en réalité pour les expulser. Le lien informe les diocésains sur l'expulsion du 28 juillet. Il donne également quelques exemples de raisons d'expulsion. Un curé faisant le lundi de la Pentecôte, le pèlerinage traditionnel à sa grotte de Notre-Dame de Lourdes, empêche une réunion cantonale du Kreisleiter. Il est expulsé pour avoir montré si peu de compréhension de la situation. Un autre est expulsé parce qu'il a fait le mois de Marie en plein mois de juin, empêchant ainsi les gens de travailler. Un confrère, sortant le vendredi saint du chemin de la Croix, est pris violemment à partie par le Bauernführer de l'endroit parce qu'il ne peut fournir de ravitaillement exigé. Un match de boxe s'ensuit. Coup de poing, lunettes cassées, œil au beurre noir. Le Bauernführer est reconnu coupable. Il reste en place, le curé est expulsé. Les autorités allemandes leur reprochent leur influence, leur prêche en français, leurs sentiments francophiles. Ils nous faisaient la messe normale, ils connaissaient bien l'allemand, ils pouvaient parler un petit peu en allemand pendant la messe. Mais le lundi matin, on avait le sermon en français. Et le jour de la confirmation, on partait à Gorze, on devait confirmer à Gorze. Le long du chemin, on se disait, mais où il est l'abbé? Il est pas, où il est l'abbé Nassois? Oui, mais il l'avait arrêté. Devant la grotte de Neuvéan, il y avait une pelouse. Ils ont dressé une croix de Lorraine. Ils ont chanté « Sauver, sauver la France ». Oh, ben ça a été redit, ça. Mais ils ne voulaient plus sur le territoire, parce qu'il avait osé. L'ordre de la Gestapo est clair. Il est interdit d'accorder aux prêtres expulsés une paroisse située à moins de 10 km de la frontière mosellane. Dans le même temps, des réseaux de passeurs se mettent en place, notamment à Gorze et à Neuvéan. Göring, Goebbels, tout ça, ils sont passés par là. Mais ils étaient dans des trains blindés. Ils revenaient je ne sais d'où. Mais ce qu'on a vu passer, c'était des prisonniers qu'ils emmenaient. Ils étaient dans des wagons de bestiaux. Ils avaient juste une grille. Ils avaient juste une grille. Et ils appelaient, ils avaient soif et tout, c'était affreux parce que j'habitais tout près de la gare là. Les trains là, il y en a descendu plusieurs. Hein. Combien de trains qui sont descendus avec des prisonniers. Et j'avais mon père qui était en gare de Neuvéan et qui a passé des prisonniers qui s'étaient évadés et ceux qui n'étaient pas prisonniers, qui s'évadaient, il les habillait comme lui parce qu'il contrôlait les wagons. Hein. Alors ils l'ont habillé comme lui. Et puis ils étaient sur le quai. Au moment du départ du train, hop, ils montaient dedans.
Il fallait leur passer, les accueillir, donner de la nourriture, peut-être les héberger dans une grange, quelque part, et leur indiquer le chemin pour aller plus loin, vous voyez. Des passeurs qui aidaient à passer. Ils savaient où aller, chez qui, un tel qui les accueillait le soir, peut-être faire dormir ou donner à manger, ensuite, tout de suite, de nouveau, en pleine nuit, ou passer, ou aller plus loin, chez le suivant, et pour manger et dormir. Mais il y avait, j'ose dire, presque un trafic, parce que les employés de la gare étaient en communication avec ceux de Pagny, qui, eux, échangeaient des convois. Hein, et ils passaient par les greniers. Nous, on leur donnait du courrier de Noël, et eux, ils déposaient là-bas. Et ils en recevaient chez eux, et qui nous le rapportaient, et que nous, on redistribuait. Ils se connaissaient tous, hein, vous vous rendez compte. Si un a été découvert par la Gestapo, tout le réseau était massacré. Les catholiques qui s'engagent dans ces réseaux le font en premier lieu par charité chrétienne et non pour des raisons politiques, à l'image de Sœur Hélène, religieuse à Metz, qui organise un réseau pour venir en aide aux prisonniers. Entre 1940 et 1941, à ce moment-là, Sœur Hélène va réaliser ses premières actions de résistance dans ce fort, mais aussi au fort de Saint-Julien. Elle va bénéficier de son statut de religieuse pour venir en aide aux prisonniers français et aux prisonniers étrangers de guerre qui sont ici. Elle va avec ses sœurs emmener de la nourriture, emmener des courriers, emmener des paquets, et elle va pouvoir aussi donc rentrer dans le camp et pouvoir acheminer des objets, parfois des choses interdites, et faire sortir aussi des éléments du camp. Elle va aussi participer à l'évasion de plusieurs prisonniers dans ce camp. Par Sœur Hélène, l'hospice Saint-Nicolas devient la plus grande officine d'évasion de la région. Malgré le danger, elle a permis à 2000 Mosellans d'échapper aux nazis. Elle a participé notamment aux évasions du général Giraud et de François Mitterrand. Les activités de Sœur Hélène étaient largement connues et certains prisonniers l'alertaient du danger, mais elle répondait « Je suis tranquille car je sers Dieu et ma patrie ». Quand des prisonniers qui s'évadaient venaient la nuit sonner chez nous, les Allemands se doutaient bien dès le début que mon père faisait partie d'un réseau. Alors ils nous avaient obligés de prendre une domestique allemande fanatique qui était chargée de nous épier et de nous espionner. Et alors le soir, mon père, quand les prisonniers sonnaient à la porte, il leur ouvrait et on les logeait à la cave. Mais cette jeune femme, qui s'appelait Jeanneline, elle descendait à la cave quelquefois, il y avait des pommes de terre, il y avait des choses. Et alors là, maman l'empêchait de descendre. Et la nuit, il fallait que maman se lève et cuisine pour les prisonniers qui étaient affamés. Et le matin, quand Jeanneline arrivait, elle disait « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et maman lui disait « Oh, mais mon mari a eu très faim cette nuit. » À Havricourt, il y avait des prisonniers qui s'étaient évadés, qui passaient et qui savaient qu'ils devaient passer chez ses sœurs. Elle les accueillait, elle les logeait, elle les nourrissait, elle leur lavait les affaires et elle les aidait à ce qu'elles puissent passer la frontière. Alors un Allemand passait, il a dit « Mais Schwester, qu'est-ce que vous faites donc à cette heure-là » Elle dit, mais je cueille des fleurs pour faire de la tisane. En réalité, si la frontière était libre, elle devait le signaler à la maison pour dire maintenant le soldat peut passer ou le prisonnier peut passer. Alors elle faisait partie de Havricourt. Il y a eu des prêtres, il y a eu des religieux, des religieuses, il ne faut pas l'oublier non plus, qui sont mouillés, qui ont accueilli des soldats qui s'étaient échappés pour essayer de leur trouver des filières d'évacuation, qui ont aidé des gens qui étaient menacés, etc. Il y a eu quand même, et puis également, qui sont rentrés dans la résistance. Il y en a plusieurs comme ça, notamment parce qu'ils ont participé à des filières de passeurs qui ont été arrêtés. C'est surtout ça, leur activité de résistance essentielle. Ça a été toujours, on revient à la charité chrétienne,
où ils étaient très actifs dans les milieux, dans les passages de gens, et on a arrêté plusieurs comme ça qui ont été déportés. À partir de ce moment-là, la Moselle entre dans une nouvelle phase d'accentuation de la germanisation. Le souhait des responsables nazis est de supprimer le diocèse de Metz. La demande est faite plusieurs fois au Saint-Siège, mais reste sans réponse, ce qui permet à Monseigneur Sébastian de décliner la demande des nazis. Si l'Allemagne avait gagné la guerre, on se serait attaqué plus brutalement à l'Église, quoi. On empêchait de façon sournoise les catholiques à pratiquer leur religion, mais le but final du nazisme, c'est finalement effectivement d'éradiquer toutes les religions. D'abord les catholiques et certainement les protestants et d'autres religions. Le 1er janvier 1941, une ordonnance pour garantir les libertés religieuses et de conscience dans les écoles entre en vigueur, rendant l'enseignement religieux optionnel. Le 11 janvier, une autre ordonnance pour la défense de la liberté de culte autorise les jeunes de plus de 14 ans à déclarer oralement ou par écrit leur retrait d'une communauté religieuse, sans passer par le supérieur de la communauté. Les nazis espèrent que l'anonymat encourage les démissions. Début 1941, les congrégations religieuses masculines sont dissoutes, ainsi que toutes les institutions en lien avec elles. Soit les religieux retournent chez leurs parents, soit ils retournent à l'état laïque. Mes parents, ils ont aussi accueilli le prêtre du village dont le curé avait été expulsé en 1940. Et elles ont recueilli un père oblat expulsé du couvent de Saint-Ulrich. Et pendant 4 ans, il a partagé notre vie de famille. Le 3 février 1941, les congrégations et ordres religieux, les associations confessionnelles, les fabriques d'églises, les sociétés ou entreprises servant ces associations ont 1 mois pour remettre leurs biens au Reich. Le 12 février 1941, tous les ordres et congrégations religieuses présents en Lorraine sont supprimés. Seules les religieuses hospitalières sont tolérées. Dans l'Allemagne nazie, il n'existait que des organisations qui étaient liées au parti. En octobre 1940, toutes les associations, qu'elles soient catholiques ou pas, mais comme il y avait beaucoup d'associations catholiques, elles ont été supprimées en Moselle. Et la seule offre qui a été donnée, c'était en fait des organisations liées au parti nazi, quoi. À part les religieuses, effectivement, qui ont travaillé dans les hôpitaux, et elles ont été toutes supprimées, quoi. L'Église catholique n'était pas ouvertement persécutée, mais il fallait surtout pas qu'un prêtre dise quelque chose contre le nazisme, contre Hitler pendant ses sermons, parce que naturellement, il était tout de suite déporté. La grande création des Allemands, c'est qu'ils ont imposé une contribution cultuelle. L'État nazi, finalement, au bout de 1 ou 2 années, ne donnait plus les moyens financiers à l'Église de vivre. Et donc on a dit, maintenant, les catholiques, s'ils veulent aider, contribuer à la vie de leur Église, il faut qu'ils payent une contribution culturelle. La population devait payer un impôt pour l'Église. Et les gens qui refusaient de payer étaient considérés comme le plus catholiques, comme n'appartenant plus à l'Église. Et ils espéraient que ces catholiques ne le fassent pas, quoi. En fait, ça a été l'inverse. La majorité a payé cette contribution. Le peuple catholique s'est soudé souvent autour de l'Église, parce que souvent, en tous les cas dans la partie francophone, c'est des gens qui ont continué à être résistants à l'Allemagne nazie. À partir du 9 avril 1941, les maisons hospitalières religieuses sont gérées par les communes et les services de l'État. Pratiquement toutes les sœurs qui avaient enseigné et qui étaient encore en forme devaient aller dans des hôpitaux. Il y en avait qui étaient envoyés à Metz. Alors elles étaient formées, puis ensuite elles devaient soigner. Il y avait des officiers aussi qui logeaient au couvent. Elles ont fait l'impossible pour être en bonne relation avec ces personnes. C'est-à-dire les sœurs avaient des ordres de ne rien provoquer, parce qu'autrement c'eût été la catastrophe, puisqu'elles avaient déjà eu une fois une déportation.
Le 13 juin 1941, les derniers couvents encore ouverts doivent fermer. Le 20 juin, 78 mânes sont expulsés à Bitche, Bellefontaine et Phalsbourg. Début juillet, les congrégations masculines n'existent plus en Moselle. L'idéal des nazis, c'était que l'Allemagne nazie dure 1000 ans, donc il fallait éduquer la population, quoi. Et le meilleur pari, c'était d'éduquer la jeunesse, quoi. L'école, elle n'est pas du tout laïque, hein. Elle est vraiment, c'est une école où on apprend non seulement la langue allemande, mais on apprend aussi l'idéologie nazie. Hein, où vous avez les notions de race, où il y a le culte de la personnalité du Führer. L'éducation, c'est d'éduquer non seulement des Allemands, mais des nationaux socialistes. Il faut reconnaître que le lycée qu'ils avaient créé ici, la Oberschule, avait 50 ans d'avance sur la France. C'était dans le pensionnat Saint-Chrétien, ils avaient renvoyé les religieuses. Il y avait dans toutes les pièces des micros, il y avait dans toutes les salles de classe de magnifiques reproductions de la Pinakothek de Munich, des tableaux de Dürer, de Franz Hals, vraiment de très belles reproductions. On nous emmenait en hiver patiner au lac, en été nager au lac toujours. On nous emmenait au cinéma, voir bien sûr des films pro-nazis. On nous amenait faire des promenades d'herborisation. On a vraiment fait des choses qu'on ne faisait jamais à l'école en France. Jamais, jamais, jamais. Mais alors, les professeurs, et puis il y avait des chants à chaque trimestre. Il y avait la levée des drapeaux dans la cour où il fallait chanter l'hymne national allemand. C'était fanatisé à mort. Et vraiment, c'était très, très bien organisé. Avant 1939, il y avait l'école normale, elle était confessionnelle aussi en Moselle. Là, non, elle n'était plus confessionnelle. Et au contraire, pour pouvoir aller dans l'école normale allemande, il fallait être membre de la jeunesse hitlérienne. Depuis plusieurs mois, des groupes de la Hitlerjugend se réunissent le dimanche matin et viennent jouer délibérément devant les églises pendant la messe. Ils recrutent massivement dans les écoles, grâce à leur activité sportive et culturelle. Certaines familles mosellanes résistent à y envoyer leurs enfants, craignant l'embrigadement. La Hitlerjugend venait dans les villages faire de la réclame pour tous les jeunes gamins, enfin les garçons, à la Hitlerjugend. Alors, à Hitlerjugend, ils venaient, vous savez, habillés comme des princes, hein, ils savaient s'habiller, poignard, bon. Donc, ils voulaient après nous embarquer, nous embrigader, pour pouvoir tirer, avoir une belle tenue, vous savez, un beau poignard, un gamin, il fait n'importe quoi. Ma mère a dit, si vous êtes dehors, dans la rue, et qu'un gars de Hitlerjugend se pointe, vous rentrez immédiatement à la maison. Il ne faut pas qu'il vous voie, pas qu'il mette le crapin dessus. Vous rentrez immédiatement à la maison. Donc, dès qu'on se sentait, dans le village, tout le monde sait tout, hein, où là, ils viennent. Pour dire, hein, surtout pas se embrigader. Il y avait des rassemblements avec des drapeaux, la croix gammée, et si on voulait bien se faire voir à l'école, on n'avait pas le choix, il fallait faire avec. Il faut dire que les activités nous plaisaient, parce qu'il y avait beaucoup de sport et beaucoup de chants. C'était un type de chant, par exemple, Heute hört uns Deutschland. Ça veut dire aujourd'hui l'Allemagne nous écoute et demain tout le monde, enfin toute la terre va nous écouter. On sait qu'il y a des prêtres qui ont formé la jeunesse clandestinement, si vous voulez, hein, ne serait-ce qu'à la langue française, quoi. Ils savaient garder des livres de catéchisme français et ils faisaient ça un peu clandestinement, quoi. Donc il y avait une concurrence entre les deux, quoi. C'est surtout, il fallait sortir le Dieu de la tête des enfants, il fallait en mettre un autre qui était Adolf Hitler, quoi. C'est ça l'idée.
À la pression psychologique s'ajoute la rudesse d'une vie en temps de guerre. Des tickets de rationnement sont distribués à la population. Un écart se creuse entre ceux qui habitent en ville et ceux qui peuvent s'approvisionner dans les campagnes. Moi, je dirais économie de subsistance. On n'achetait de la viande que le dimanche pour le pot-au-feu, jamais en semaine. On mangeait du lapin ou des poules, des choses comme ça, ou des œufs. Bon. Il y avait une espèce de solidarité entre paysans. Certains jouaient double jeu. Donc il y avait toujours la frousse, la peur. On disait en allemand, schlecht gesungen. Il a chanté de travers, vous voyez, et qu'on ne savait pas trop. Hein. Et ma mère, elle allait traire les vaches, tout ça, pour tout le bétail, tout ce qui était là, quoi. Parce qu'en général, c'est des Allemands, ce qui était là, c'était des fermes, des agriculteurs, qui avaient pris la place des paysans de Charlie. Ben, on avait des cartes hein, pour se nourrir. Hein. Il fallait du pain, de tout ce qu'il fallait. Heureusement qu'on avait des ouvriers qui travaillaient dans les mines. Eux nous passaient des cartes. Comme ça, on avait plus. Hein, oui. Comme par exemple des chaussures, ils avaient facilement des chaussures. Et puis nous, on n'en avait pas hein, autant qu'eux. Alors on leur donnait du lard ou autre chose à la place. Et puis eux nous donnaient des chaussures. Quelqu'un venait et disait « Oh, au Konsum, il y avait c'était un magasin un peu grand. Ah, il y a de la poudre d'œufs qui est arrivée. » Alors les mamans nous disaient « Courez vite pour vous mettre dans la file, parce que c'était des files longues pour avoir les choses. » On ne souffrait pas trop. Les mamans faisaient tout ce qu'elles pouvaient pour nous faire. Avec un peu d'eau et un peu de farine, elles faisaient des miracles. Qui régnait surtout, et comme la Moselle était rattachée en Allemagne, hein, pour eux, on était prioritaire par rapport à ceux de la Meurthe-et-Moselle. Disons, au niveau du travail et tout ça, on n'avait pas le droit de... il fallait tout livrer, vous voyez. On n'avait pas le droit de faire son propre beurre, par exemple. Hein. Alors, il fallait donner, disons, les crémeuses, il y a des disques, il fallait donner ça. Puis alors, il y avait des trucs, vous n'aviez pas le droit de tuer un cochon sans le dire aux soldats, parce qu'ils avaient droit à la moitié. Ah oui, vous n'aviez pas le droit de tuer une bête, les fermiers. Les patates, ils avaient 10% des patates, des carottes. Pour eux, ils allaient dans les fermiers. Ils ramassaient sur le terrain, quand les gens les avaient arrachés, moi j'ai connu ça. Dans les fermes, ils partaient avec 3-4 sacs de patates, qu'ils trouvaient qu'on fallait leur donner. Le 23 décembre 1941, les cloches en bronze des églises sont réquisitionnées pour la réserve d'armement de l'Allemagne. Je me souviens quand ils sont venus chercher les cloches pour en faire des obus. Hein, les cloches ont sonné le glas, c'était prenant. Le dimanche précédent, vous voyez, on savait qu'ils allaient donc être enlevés. On a sonné toute la journée les cloches. On a mis quand même des bâtons sur le bon fonctionnement de l'église. Alors ça, c'est pas vraiment une mesure anti-religieuse, c'était une mesure économique. N'empêche qu'il y avait comme des signaux comme sonores, des signaux qui alimentaient la vie religieuse, qui étaient présents, quoi, et qui disparaissaient, quoi. Ça a été très difficile de vivre sa foi. Pour les Mosellans, la pratique religieuse reste un ancrage solide face aux incertitudes de la guerre. La messe du dimanche et les prières en famille rythment la vie quotidienne. Ça a continué pendant la guerre, autant qu'on pouvait. Hein. On faisait le mois de Marie, alors celle qui avait fait la communion solennelle, et puis celle de la petite communion, là, comme on disait, eh ben, on venait aussi en blanc, et puis on faisait avec la bourse, là, on passait. C'était pour acheter des fleurs pour l'autel de la Vierge. Mais les Allemands, bon, ils trouvaient que c'était un peu de fantaisie ou des choses comme ça. Et les fêtes, par exemple, le 15 août, les fêtes n'étaient pas fériées, vous voyez. Les magasins étaient ouverts. Nous, en famille, nous prions, mes parents et ma mère et nos enfants, on priait ensemble tous les soirs. Je savais la litanie à la Sainte Vierge et la litanie au Sacré-Cœur
par cœur. Les gens allaient beaucoup à la messe, pour moi, surtout les femmes et les enfants, puisque les maris souvent se cassaient ou n'étaient pas là, parce que je crois qu'on priait tous pour que ça s'arrête. On faisait des vrais chapelets les uns chez les autres, et on disait pas pourquoi, pour qu'ils s'en aillent, C'est ça un peu, les gens se réunissaient pour prier, pour qu'en disant ça va être fini, parce qu'on croyait jamais que ça durerait 4 ans. On était un peu curieux comme enfant de cœur, vous voyez. Il avait son bréviaire, vous voyez, un jour à la sacristie, et puis alors on regardait, et il y avait une image, et il y avait la phrase « Cœur sacré de Jésus sauve la France ». Les prêtres, enfin, ils devaient parler allemand, vous voyez, donc il était interdit de parler français, hein. Mais on sentait bien qu'ils étaient français de cœur. Alors il pouvait dénoncer, hein. Le moindre critique, si ça arrivait aux oreilles des autorités allemandes, hein, il y avait des suites très sévères. Hein. Fallait surtout pas parler politique, vous voyez, comme ça, en groupe, hein, parce qu'ils avaient toujours des affiches partout, les Allemands. Vorsicht, Feind hört mit. Ça veut dire attention, l'ennemi écoute. Attention, quand vous parlez, l'ennemi écoute. Dans une note de la Gestapo, il est écrit que les forces du clergé lorrain se sont amenuisées de 60%. Le manque de curés a engendré des difficultés supplémentaires pour les offices et le catéchisme. Pour assurer les services religieux, une grande partie du clergé a eu une autorisation exceptionnelle pour biner ou triner. Une surcharge de travail s'est rajoutée. Malgré sa modération momentanée, son attitude hostile n'est pas modifiée pour autant. Il ne faut pas compter sur un changement de mentalité dans les prêches de la grande majorité des prêtres. L'attaque directe contre les mouvements ne remet pas en cause la confiance des croyants sur les fondements essentiels de l'Église. L'opération Barbarossa, durant laquelle l'Allemagne attaque le front russe, mobilise beaucoup de main-d'œuvre. Le Troisième Reich a besoin de renforts pour l'armée. L'œuvre des vocations est donc dissoute par le Stilhaltkommissar, une ordonnance du 15 avril 1942. Progressivement, les jeunes garçons et filles intègrent le Reichsarbeitsdienst, le RAD, suite au décret d'incorporation du 23 avril 1941. En août, une ordonnance octroie la nationalité allemande à l'ensemble des Mosellans, ce qui rend applicable l'incorporation des jeunes gens dans l'armée allemande, ce que l'on appellera plus tard les malgré nous. Cette disposition qui concernait la jeunesse n'a pas été tout de suite appliquée envers les séminaristes, mais à partir de 1943, les séminaristes, ils étaient jeunes, hein. Donc c'était potentiellement des jeunes soldats. Et effectivement, on a enrôlé quasiment tous les séminaristes du grand séminaire de Spire. Ils ont été essentiellement dans la Wehrmacht, dans des services sanitaires ou comme vétérinaires. Il y avait des gens qui faisaient du chantage aux familles. Tiens, vous voulez des nouvelles de votre fils qui est... Ah ben, j'en ai eu par un canal un peu parallèle aux informations officielles. Et on peut vous donner des nouvelles de votre fils qui est sur le front russe. Alors les gens espéraient et demandaient de l'argent. Ils avaient peur de partir, parce qu'ils ramassaient les gens pour faire le travail chez eux. Comme il n'y avait plus de soldats, plus personne. Et après, dès qu'ils avaient 17 ou 18 ans, ils partaient à l'armée. Hein. Et quand ils ne voulaient pas être malgré nous, ils se sauvaient et se faisaient attraper, puis, ou les parents allaient en prison. Enfin, c'était compliqué quand même. Mon frère Étienne s'est sacrifié parce que mon deuxième frère est venu me rejoindre dans la Creuse. Et il est resté. Et mon troisième frère, Étienne, a dit, parce que mes parents étaient menacés d'être envoyés en Silésie. Alors mon frère Étienne a dit, maman, j'y vais. Il est parti dans la Wehrmacht et il a été tué par les partisans russes en Pologne, près de Lvov, là en Galicie. Ma marraine, elle avait 2 fils. Un jour, l'aîné, Paul, est venu voir mes parents. Il leur a dit, voilà, je suis enrôlé dans l'armée allemande.
Il a dit, je voudrais me sauver, partir en France. Il y avait un moyen de partir en France, enfin dérober. Mais je sais que ma mère et mon frère seront déportés. Ça, c'était radical. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Alors là, mon père lui a dit, tu ne peux pas faire ça à ta mère et à ton frère. Et ma mère lui a dit le contraire. Elle lui a dit, si, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Et finalement, il a quand même obéi à mon père. Et il est mort là-bas. Et son frère était resté là, et lui, il faisait partie de la résistance à Thionville. Comme c'était pendant la guerre et qu'il était soi-disant un soldat allemand, il avait le drapeau hitlérien sur son cercueil. Et mon cousin Marc, quand il est mort, il y a une dizaine d'années, il avait un grand drapeau français sur son... Alors le prêtre a dit, vous voyez, ça c'est le sort des gens en Lorraine. Son frère, qui était tous aussi français que lui, il est mort avec un drapeau nazi, et lui, il avait un drapeau français. Ça illustre les drames des familles lorraines. Et Dieu sait que Paul n'était absolument pas nazi, il détestait les Allemands. Mais il a fait ça, il s'est sacrifié pour sa mère et son frère. Et nous allions très souvent en pèlerinage, parce que j'avais un oncle qui était malgré nous. Et puis on ne savait pas ce qu'il est devenu, il était sur le front russe. Nous allions donc très très souvent faire des neuvaines, vous voyez, à la chapelle Sainte-Catherine, pour demander l'aide au Seigneur, pour la libération que l'oncle nous revienne sain et sauf de la guerre. 2 fois par semaine, moi je me souviens, il y avait un office chez nous à l'église où on priait pour les soldats qui étaient au front. Et l'église était remplie de monde chaque fois. On avait le chapelet, on avait les offices le dimanche toute la journée, etc. Et puis en sortant de l'église, je vois encore les mères de famille près de la Vierge de Lourdes prier pour leurs enfants qui étaient engagés. Ça m'avait marqué la foi et la prière pour prier pour tous ceux qui sont partis. Et un jour, il y avait un jeune Polonais qui est venu. Et comme il savait un peu d'allemand, et la sœur savait l'allemand, il s'est un peu confié quand il était en confiance. Et alors il a dit, il était longtemps au Struthof. Et tous les jours, il était battu, torturé. Et on lui disait, est-ce que tu veux maintenant aller dans l'armée? Dès qu'il disait non, il était de nouveau torturé. Et tous les jours, c'était la même question, jusqu'au jour où il a dit oui. Donc il était volontaire pour l'armée allemande. Il a été envoyé au front russe et il a été blessé. Il est revenu et il a été donc transporté du front russe jusqu'ici. Il était hospitalisé ici. Et bien sûr, il était heureux d'être soigné. Et surtout par des sœurs. Pendant cette période, des formes de résistance se mettent en place en Moselle. Mais la terreur s'intensifie et les représailles deviennent de plus en plus dangereuses. Il y avait le drapeau tricolore sur le château d'eau. Et je me souviens le matin, à 6h30, en allant à la messe, vous voyez, j'ai vu sur le château d'eau donc, le drapeau tricolore. C'était un peu nouveau, vous voyez, parce qu'il y avait habituellement le drapeau nazi. Quelqu'un de la famille de ma belle-sœur et un ami, ils devaient saluer les Hitler. Heil Hitler. Ils les ont battus, martyrisés, rien. Eh bien, le beau-frère de ma belle-sœur continuait à résister. Ils l'ont trempé dans de l'eau bouillante. Il en est mort. Au moment de la guerre, en 1942, par là, ils étaient une équipe de 6 qui faisait évader des... Il y avait des prisonniers, vous voyez, des prisonniers qui étaient des soldats français qui étaient prisonniers en Allemagne, qui s'évadaient. Et eux, ils avaient créé des réseaux, vous voyez, pour les aider et tout ça. Mais un beau jour, il y en a un des 6 qui a été arrêté.
il a dénoncé les 5 autres. Enfin, non, mais papa, voilà, parce il paraît qu'ils étaient tellement torturés. On leur a arraché les ongles, on leur a arraché des morceaux de peau. Alors, dans la douleur et tout ça, tous les 6 donc, ont été arrêtés. Le Gauleiter, en représailles de ça, il les a fait fusiller sur le champ, tous les 6. Il y a eu quand même quelques années des rafles de curés, donc il fallait qu'il fasse attention. Le prêtre, l'abbé Goldschmidt, lui qui avait été à Dachau, c'est pareil, c'est parce que ces prêtres-là prenaient position dans leurs sermons. Et il fallait faire attention à ce qu'on dit, quoi, de toute façon. Dans l'esprit de l'Évangile, on ne pouvait quand même pas accepter d'être écrasé par une idéologie nazie qui voulait sélectionner la population et anéantir le reste. Ça ne pouvait pas se faire. Début janvier 1942, le grand séminaire de Metz devient une prison pour la Gestapo. Sa proximité avec la gare rend son emplacement stratégique. Il y a une aile du grand séminaire qui a servi de prison à la Gestapo. Prison de la Gestapo, prison de police aussi. Il y avait des cellules qui servaient à la Gestapo, mais c'était aussi une prison pour des droits communs. Les caves du séminaire où longtemps il y a eu les traces de ces personnes qui ont été torturées, qui ont été emprisonnées. Une des 2 sœurs de Peltre qui était restée, elle était enfermée à Metz. Elle était traumatisée et elle a raconté qu'on l'avait beaucoup humiliée. Oh, c'est terrible ce qu'on lui a fait subir. Elle a raconté qu'on l'a forcée, on l'a mis devant elle, comme on met une écuelle devant un chien. Elle devait se mettre à genoux. On lui a mis les bras derrière le dos. Elle devait manger comme un chien. Est-ce que c'est quand même affreux, Affreux, je trouve. Il y a eu beaucoup de passages dans cette prison-là. Elle a été saturée d'ailleurs en 1943, à tel point qu'on a ouvert une autre prison qui était le fort de Queuleux, quoi. Les personnes qui sont soupçonnées de résistance, dont plusieurs prêtres, sont alors emprisonnées au fort de Queuleux, questionnées sous la torture par la Gestapo et déportées dans des camps de concentration. Le fort est dirigé par Emben, surnommé le bourreau de Queuleux. C'est en fait une annexe où la Gestapo pouvait interroger et parquer de très nombreux prisonniers pour les interrogatoires. Donc ont été enfermés ici uniquement des résistants, des opposants politiques, des déserteurs de l'armée allemande qui ont été enfermés pour être interrogés. Donc les prisonniers étaient emmenés en haut de ces escaliers et devaient, première étape, descendre les marches de cet escalier avec les yeux bandés, avec les mains liées et avec les pieds attachés. Leur première étape dans le camp, c'est d'attendre quelques heures, une journée, d'être enregistrés, donc attendre les mains en l'air ou les mains dans le dos, contre le mur. Une des techniques de torture que les nazis ont mis au point pour ce site, ça a été d'installer dans les pièces qui sont mitoyennes, les salles d'interrogatoire, où les prisonniers pouvaient entendre les cris, les coups. Tout ça mettait en condition le prisonnier pour mettre la pression psychologique sur ce qui allait se passer dans la suite des interrogatoires. Et à partir de ce moment-là, il perd son identité. Il n'existe que par son numéro qu'il doit retenir et avec lequel les SS ou le commandant, les interrogatoires, vont l'interroger. Une fois leur numéro attribué, les prisonniers étaient parqués dans des cellules, soit individuelles, soit collectives. Nous nous trouvons devant la cellule 1, qui est la cellule où se trouve une douzaine de cellules individuelles dans lesquelles les prisonniers les plus importants étaient parqués. Donc nous sommes dans la prison haute sécurité au sein de cette prison. Dans cette pièce, qui est une pièce d'une cellule collective, où étaient enfermés jusqu'à 80 prisonniers, nous sommes ici dans une cellule des hommes, les prisonniers étaient toute la journée donc assis, les mains donc liées sur leurs genoux, le visage tourné vers l'entrée où se trouvait un gardien,
Et les prisonniers vont donc attendre. Il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de sortie à l'extérieur. Tout ceci a été mis en place pour que le prisonnier soit seul face à lui-même pour ensuite craquer et, lors des interrogatoires, donner toutes les informations qu'il a à dire sur ses activités de résistance. On a un témoignage d'une femme prisonnière qui nous parle d'une technique de torture des SS, où les SS faisaient comparaison avec la prière. Donc ils demandaient aux prisonniers de mettre leurs mains jointes telle la prière, de plier leurs doigts, et la Gestapo insérait des crayons de papier entre les doigts et frappait sur les mains. Environ 1500 à 1800 prisonniers, hommes et femmes, sont passés par ce camp, dont quelques prêtres. Il y a eu 4 prêtres qui sont passés par les cellules du fort de Queuleux. On signalera l'abbé Hector, qui était curé de la paroisse de Talange, en Moselle. Ce dernier a été arrêté en 1944 parce qu'il était soupçonné d'avoir aidé des réfractaires de l'armée allemande d'avoir passé la frontière, notamment son frère. Un autre prêtre qui a été arrêté et enfermé au fort de Queuleux est l'abbé Joseph Haller, de la région de Dieuze. Ce dernier a été arrêté le 27 décembre 1943 dans son presbytère à Rech pour 2 motifs. Il était réfractaire à l'armée allemande, il n'avait donc pas porté l'uniforme allemand, et il avait aussi aidé des personnes à passer la frontière. Ce dernier va passer plusieurs semaines au fort de Queuleux avant d'être enfermé à la prison de Strasbourg, puis le camp du Struthof et Dachau, d'où il sera libéré. Donc le témoignage de l'abbé Haller. Heureusement, le gardien ignore que je suis prêtre, sans quoi il m'en aurait fait de voir d'autres. Le jour du Nouvel An, le gardien me souhaita la bonne année, en me giflant plusieurs fois et ajouta « Tiens, c'est aussi ce que je te souhaite, une bonne et heureuse année. » Un autre prêtre enfermé au fort de Queuleux est l'abbé Camille Trot. Ce dernier était père du Saint-Esprit et avait, en 1943, caché un aviateur canadien dont l'avion s'était crashé en Moselle, à Grosse-Rédéchin. En novembre 1943, ce dernier a été arrêté par la Gestapo et emmené au fort de Queuleux, puis transféré à l'intérieur de l'Allemagne pour être jugé par le tribunal populaire, qui l'a condamné à mort pour haute trahison. Il dit « J'ai été condamné en tant que prêtre et français, je resterai l'un et l'autre à jamais. Le recours en grâce serait une reconnaissance de culpabilité, or je me sens nullement coupable. Si l'occasion se présentait à nouveau, je n'hésiterai aucun instant à refaire l'acte que j'ai fait. » Il a dit ça après sa condamnation à mort. Il aurait pu faire appel, et il ne l'a pas fait. Donc les prisonniers et les prisonnières, on a plusieurs témoignages qui racontent que ces derniers fabriquaient, à partir de bouts de ficelle, de bouts de vêtements que les prisonniers récupéraient, des petits chapelets en faisant des nœuds pour pouvoir prier dans le camp. On sait aussi par un autre témoignage qu'un des 4 prêtres qui avaient été enfermés au fort de Queuleux avait pu bénir certains de ces chapelets dans des circonstances qui ne sont pas connues. Il y a eu quand même des prêtres qui ont été déportés, notamment à Dachau, parce qu'à Dachau, il y avait un bloc qui était spécialement consacré aux prêtres, que ce soit français ou de toute l'Europe, quoi. Donc ça a été un peu un camp spécial où on a rassemblé les curés, quoi. Le plus connu, c'est l'abbé Goldschmidt, qui a été déporté en 1942. Alors lui, il a un parcours un peu étonnant, parce que il avait ses entrées à la Gestapo, justement. C'est lui qui faisait le lien entre la hiérarchie de l'Église et puis l'administration nazie, quoi. Il a été tapé du poing sur la table, notamment quand il y a eu les expulsions, quoi. Il a des prêtres ou même de la population. Je pense que les nazis n'en avaient plus tellement besoin de lui. Et puis il y avait, si vous voulez, il y a eu aussi un basculement dans l'administration, quoi. C'est-à-dire que c'est devenu plus sévère. Le politique a pris le dessus sur l'administration, la SS sur les civils. Et donc, en plus, on a reproché à l'abbé Goldschmidt de faire des passages. Le 30 août 1942, Bürkel donne la possibilité d'émigrer en France, jusqu'à l'arrêt de cette mesure devant le nombre trop important de candidats. Pour Bürkel, c'est un échec de la germanisation.
C'est ainsi qu'il obtient une liste de personnes hostiles au Reich, qu'il va rapidement exclure de la Deutsche Volksgemeinschaft. Mais les personnes qui ont signé et ont ainsi manifesté leur désir de quitter le territoire allemand seront les premiers visés lors des déportations de 1943. C'est alors 8500 personnes qui vont être envoyées en Silésie et dans les Sudètes. L'après-midi, maman est venue m'appeler, elle m'a dit « Viens, on est déportés, on a 1 heure pour partir ». Il y avait la Gestapo était venue de Metz et devant papa, quand ils sont arrivés, ils ont pris le téléphone et le membre de la Gestapo qui venait avec des SS, il a dit « Enfin, nous tenons la famille Thomas ». Et là, ils nous ont emmenés en train, quand même, avec 2 SS, et le train, quand on était dans la gare de Francfort, il y a eu un bombardement horrible de la gare, si bien que le train n'a pas pu rentrer dans la gare, il est resté sur des voies de garage à l'extérieur, sinon on aurait été morts. Tout ce qui était dans la gare était détruit. Si on était arrivé 10 minutes plus tôt, on était morts. Il y avait 3 pièces par baraque. Et dans la pièce où nous étions, on était quand même 22 personnes. C'était dur, cette cohabitation. Et alors, les toilettes, c'était communes. Hein. Alors, le premier jour, on a fait la queue pendant une demi-heure, et puis après, il fallait bien s'habituer. Il y avait, pour se laver, il y avait des robinets, un tuyau avec des robinets, sur des espèces de trucs en zinc, de l'eau glacée, hein, d'un local pas chauffé. Il y avait à Strigau une fabrique de cidre. Et chaque enfant, on nous mettait dans une pièce non chauffée, on nous apportait un sac de 50 kilos de résidus. On avait une table devant nous, il fallait sortir les pépins. Et alors ça vous collait aux doigts, et ça fermentait, ce résidu. On avait mal à la tête, c'était horrible. Ça nous enivrait pas, mais ça nous abrutissait. Il fallait théoriquement qu'on ait, je ne sais plus combien de... Enfin, c'était grotesque, ils ne comptaient pas les pépins, mais il fallait sortir les pépins. On les mettait sur une espèce de plateau, et ceux qui n'en avaient pas sorti assez, on les secouait, on les brutalisait. Alors bon, moi je sortais les pépins, mais enfin... Mais le camp, vous voyez, c'était un camp de déportation. Ça n'était pas un camp de concentration. Il y avait 3 différences. Les familles n'étaient pas séparées, on n'avait pas la tenue rayée, et on avait quelquefois une autorisation de sortir pour 1 heure pour aller à la messe ou une chose comme ça. Mon père avait fait la connaissance du prêtre catholique de Strigau. Mais sinon, c'était les miradors, les SS, les travaux forcés. Ma mère, qui était très fragile de santé, il l'envoyait creuser des tranchées. Malgré toutes les mesures prises par l'État nazi pour gagner la guerre, le front des Alliés avance et la libération se profile. À l'ouest, dès le débarquement du 6 juin 1944, la France est peu à peu libérée. Pour ceux qui vivent en Moselle, les bombardements américains sonnent la fin de l'horreur nazie, mais c'est au prix de nombreuses victimes. La partie sud-ouest du territoire du chef d'administration civile de Lorraine devient zone désarmée en septembre 1944. Alors que la bataille de Metz fait rage depuis plusieurs mois, la ville est libérée le 22 novembre. S'ensuit alors une libération progressive de la Moselle qui se conclura en mars 1945. Monter au grenier et voir les avions qui sillonnaient et tout. Hein. Mais ils ont été arrêtés, je ne sais pas, il y a eu du côté de Morange. Alors les Allemands qui sont partis, ils revenaient. On entendait souvent de fois les avions passer où on ne se rendait pas compte qu'on était en plein dans le front, quoi. C'est tout, et quand au mois de novembre, quand les Américains sont arrivés, bon, ben, il y avait l'infanterie qui marchait tout le long qui descendait Charlie, tout le long des maisons, ils rampaient presque de peur, parce que les Allemands étaient en bas. Et nous, les tanks étaient au milieu de la route, et nous, on était dans les caniveaux à les regarder descendre le village, on se rendait même pas compte qu'on était en plein dans le front, quoi. Et à ce moment-là, on a même vu des avions qui passaient au-dessus et qui ont bombardé
le viaduc de Failly. On s'apercevait on voyait les bombes tomber sur le... Et le lendemain, on voyait de Charlie, où on était, on voyait Saint-Julien en plein dans le front, quoi. On attendait avec impatience ces soldats américains. J'étais dans la rue et j'entends quelqu'un qui crie « Les Américains viennent, les Américains ». Mais c'était un jour avant la libération officielle. Alors c'était 2 soldats américains qui sont venus avec leurs fusils en éclaireur. Et nous avions aussi 2 sœurs infirmières. Quand elles ont entendu les Américains, elles sont sorties et elles ont embrassé les soldats américains. Et eux, ils ont distribué du chewing-gum, du chocolat, et c'était la grande joie. Et on ne voyait plus de soldats allemands. Les soldats allemands, ils se sont sauvés vers la forêt du Warnt. Alors nous étions dans la cave parce qu'ils ont tiré, ils étaient accompagnés de soldats à pied. Il y avait les tanks, mais il y avait aussi des soldats à pied qui tiraient systématiquement dans chaque maison. Et mon père a eu l'idée de prendre un balai et de mettre un torchon de cuisine et de soulever le volet du soupirail de la cave et de sortir ce torchon blanc. Et là, ils ont tout de suite arrêté la fusillade. Il y a eu un jour une grande messe avec les Américains. Quand les Américains sont arrivés à Metz, place de la cathédrale, là il y a eu le grand rassemblement du préfet, le général Daudy. Et là, le préfet, tout le monde, ils ont fait les cloches sonnaient. Et les Allemands étaient à la préfecture. Et moi, ça m'a fait mal que ce soit des Français ou des Allemands. Il y en avait qui étaient sur les trottoirs morts. Et alors, il y a eu un ténédium à la cathédrale. Alors que la libération se profile, Monseigneur Heinz revient en Moselle. Et ce n'est qu'1 mois avant la libération de Metz, à Hayange, en octobre 1944. Pour les familles de déportés, la libération est souvent bien plus compliquée et entraîne chez eux des traumatismes qui vont les marquer longtemps. Plusieurs prêtres, après leur retour de camp de concentration, écrivent à l'évêque. Pendant la longue épreuve qui a si heureusement pris fin, je savais, avant le départ de notre train fantôme vers l'Allemagne, le 20 août dernier, combien vous aviez témoigné la sollicitude aux miens. Dans l'isolement pénible des camps du Struthof et de Dachau, ce fut pour moi une très grande consolation de savoir les miens entourés d'une chaude sollicitude. La Providence nous a ménagé là une retraite qui nous a fait toucher du doigt le divin et a permis des contacts qui auraient manqué à mon éducation. Je rentre de cette expérience sans nul regret et plus décidé que jamais de travailler utilement au bien de la petite et de la grande patrie. Après la libération, entre guillemets, des Russes, moi j'ai été déguisée en garçon, j'avais 12 ans, mais ils ont violé des jeunes femmes françaises de 14-15 ans. Moi j'avais un passe-montagne sur la tête, un pantalon, et je faisais semblant d'être débile, je faisais l'imbécile, mais c'était vraiment, j'ai eu de la chance d'en réchapper, parce que j'avais une amie, Odile, qui avait 15 ans, et ben elle a été violée plusieurs fois par des soldats russes. Pendant les 3 semaines où on a erré à pied entre le camp de déportation dont nous avions fui et la Pologne, on a été à pied en Pologne au mois de février 1945, il faisait -20. Et le pays était entièrement désert, il n'y avait plus un être vivant. Il y avait des cadavres dans toutes les maisons où on entrait, c'était horrible. Et là, si vous voulez, là on a vraiment cru qu'on allait mourir de faim, il n'y avait plus rien, il n'y avait rien. Il faisait froid et c'était horrible. Et là, on se disait, bon, maintenant, on se remet à Dieu, il n'y a plus que ça, il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose pour nous. Nous, on ne peut plus rien, c'est à lui de jouer.
Et vous voyez, il nous a ramenés. Il nous a ramenés. Les Allemands avaient fait sauter tous les ponts. Alors il a fallu monter très haut dans le nord pour trouver un pont qui n'avait pas sauté. Et redescendre jusqu'à Sechtorova. On était à Sechtorova. Dans l'ancien ghetto, tous les Juifs étaient morts, donc les appartements des Juifs avaient été vidés. C'était entièrement vide. On est resté là 2 mois. Et le 1er juillet, on nous a dit, vous repartez par la terre parce que le bateau a sauté. Alors on est reparti par la Pologne, par Varsovie, à Berlin, on est resté pendant 8... À Berlin, c'était horrible. C'était tellement bombardé, et Varsovie encore pire. Varsovie, c'était rasé. À Berlin, il restait quelques façades avec rien derrière. On est resté 9 jours dans cette gare. Et, enfin, dans la gare, non, dans le train. Et alors là, on allait dans Berlin, c'était horrible. Les métros étaient inondés, il y avait des cadavres, encore 3 mois après la fin de la guerre. On voyageait dans des wagons de bestiaux, 52 personnes par wagon. Et il n'y avait rien, on était couchés par terre, c'est tout. Et alors les Russes, ils nous prenaient tout le temps la locomotive, ils avaient besoin. Alors on s'arrêtait en race campagne, ils détenaient la locomotive, on restait quelquefois 1 jour, 2 jours en pleine campagne, et hop, ils raccrochaient, on repartait. C'était n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Dans tous ces moments, la religion a quand même été un énorme secours pour nous. Vraiment, ça... Après la libération, des Mosellans qui ont été expulsés reviennent en Moselle. Ils y retrouvent des villages qui ont été durement marqués par ces années de guerre et doivent retisser des liens avec les personnes qui sont restées. Il faut reconstruire, ça veut dire aussi trouver des moyens. Les associations qui ont disparu, il faut les recréer. Les cloches qui ont été réquisitionnées par les Allemands, on va les chercher. Ils sont en Allemagne, on va les chercher à Kaiserslautern. On récupère pas mal d'ailleurs. On ne faisait pas revenir les gens s'il n'y avait pas le minimum d'une structure. Et puis tous les gens qui revenaient, ils passaient par chez nous. Il y a des gens qui nous ont dit « Oh, il n'y avait rien, il n'y avait rien. » On sait qu'il y avait quelque chose. On pouvait tout faire, on pouvait aider à tout. Et puis si on n'y arrivait pas, il y avait les Américains. Alors avec les Américains, vous étiez sûr d'avoir quelque chose. Donc en 1945, quand il y a les expulsés qui rentrent, ils retrouvent d'autres Mosellans dans leur ferme, qui eux ne peuvent pas rentrer tout de suite parce que leurs villages sont détruits par les combats de 44-45. Donc il y a une forme d'incompréhension, quoi. Et il y a une forme d'incompréhension encore plus grande avec le reste de la France. On a l'impression qu'on avait choisi d'être amis. C'était pas mieux. Là, je trouve qu'on a souffert d'une autre façon parce qu'ils avaient l'impression qu'on avait collaboré étant donné qu'on était restés. Les pauvres, ils ont cru rentrer chez eux comme avant. D'abord et d'une, leur logement était peut-être occupé par quelqu'un d'autre. Le propriétaire avait loué pendant la guerre et il ne le mettait pas dehors parce qu'ils arrivaient. Alors ils n'avaient pas trop de logement, tout le monde n'avait pas un logement. C'est ceux qui avaient un bien à eux, ils viraient les gens, mais les autres. J'ai connu des gens qui ont été logés vraiment dans une mansarde en attendant qu'ils aient de nouveau un logement. Parce que comme c'était bombardé, il y avait plein de gens qui n'avaient plus de place, plus de logement, mais ils avaient été mis dans les logements vides. Et quand ils sont rentrés d'expulsion, ils ont cru que, rien du tout, les gens ne sont pas tous partis parce qu'ils arrivaient. Ceux qui étaient restés, ils ont un peu hébergé ceux qui revenaient, quoi. Je me rappelle qu'au nous, on avait la famille Hennequin qui était venue chez nous, quoi, parce que chez eux, tout était délabré, il a fallu remettre tout en état. Et les Américains, ils occupaient aussi encore les gros, tout ça, pour mettre les chars, et ainsi de suite. Cette communauté, pendant 4 ans, elle avait, pour certains, et même peut-être pour beaucoup, elle avait un peu disparu, quoi. Donc il faut effectivement refonder.
Mais ça a mis du temps. Il fallait reformer aussi des prêtres. Il fallait ressouder cette communauté. Mais même, je veux dire, cette communauté qui avait vécu des expériences différentes entre ceux qui avaient été restés là, qui étaient annexés, qui avaient vécu donc le nazisme, qui avaient dû, pour certains, porter l'uniforme allemand, et puis ceux qui étaient dans le sud de la France. Il y a eu des tensions énormes entre ceux qui étaient restés et ceux qui étaient partis. Dans certaines familles, il y a des gens qui ne se parlaient plus. Dans certains villages, il y a eu des scissions nettes entre ceux qui étaient donc qui avaient vécu en dehors du département, quoi, parce que souvent on reprochait aux voisins d'avoir porté les bottes ou bien d'avoir pillé sa maison. Donc il a fallu une génération pour qu'on se reparle dans certains villages, quoi. Ceux qui étaient restés, qui n'ont pas eu une vie facile, mais d'autres, les expulsés, c'était autre chose. Mais ils étaient restés français. Et il y a une chose, c'était l'intonation. Les uns avaient une intonation germanique, les autres pas. Ah, c'était un peu bizarre. On leur en voulait. Oh, ça n'a pas duré. On ne peut pas dire les gens du quartier. Il y en a qui étaient obligés de rester à cause de leur boulot. Les autres sont pratiquement morts, tous les gens du quartier, plus personne. C'est sûr, ceux qui sont partis avaient un peu la rancune aussi. Hein? Ils ont tout laissé alors que les autres sont restés, mais bon, il y avait des raisons. Il y a une quantité de choses. On m'a pris ceci, on m'a pris... C'était pas beau. Il y avait des vengeances qui n'étaient pas belles. Ils avaient attrapé une fille du village qui avait dû fréquenter un soldat. Voilà. Ils l'ont attrapée, ils l'ont mis sur le balcon de la mairie de Sarral et ils l'ont tondu devant tout le monde. Ça, moi, j'avais 13-14 ans, un souvenir atroce. Ils ont fait leur politique tout de suite. Ils n'ont pas attendu le jugement, les machins. Ils ont tout de suite arrêté les gens. Le fond de la population, il est tout de même française, hein, et ils le sont restés. Je suis rentré donc en 1945, mais mon logement de service était pris par des gens qui avaient la maison détruite, etc. Moi, je respectais ceux qui étaient germanisés. Et puis, je leur jetais pas leur pauvres. Je disais pas, ce sont des traîtres. Jamais j'ai dit ça, parce que j'avais une tante allemande. Qu'est-ce que tu veux? Peux pas dire, c'est un traître. La reconstruction de l'Église, elle se passe, vraiment, on passait par la jeunesse, quoi. Il fallait reformer cette jeunesse qui avait été qui avait subi l'école nazie, qui avait subi l'école laïque, parce que bon, même s'il y avait des écoles confessionnelles dans le sud de la France, il fallait avoir des grosses communautés. Expulsés pour pouvoir créer des écoles lorraines. Donc si vous étiez dans un village où il n'y avait pas beaucoup de Mosellans, vous allez dans l'école du village, l'école qui était laïque, donc sans Dieu, quoi. Moi, je sais que les prêtres que nous avions à Frémin, ils ont toujours fait un travail de réconciliation. Les prêtres ont été influents, ont retrouvé aussi leur influence. C'est pas bon. Vous aviez des prêtres qui avaient des grosses expériences pendant la guerre, qui ont été soit déportés, soit qui étaient donc malgré nous, soit qui étaient dans l'armée de libération, qui avaient une autorité presque naturelle, quoi. Moi, j'étais une des premières à envoyer mes enfants en Allemagne et accueillir des Allemands. Tout le monde n'a pas compris. Il aurait fallu rester à La Haine jusqu'à la fin des temps, vous voyez, parce que ça avait été trop dur. Ça a été, moi pour là, l'Église était mieux après-guerre que pendant la guerre. Il y avait moins de haine. Il y avait moins de monde peut-être, mais il y avait beaucoup moins de haine qu'avant où on priait pour que les gens meurent, pour que celui-là lui arrive quelque chose. Que, oh là là, si le bon Dieu existe, il fallait
qu'on le supprime. Pendant la guerre, vous n'étiez pas bien avec les gens, de peur qu'ils vous dénoncent, de peur que ça soit faux. Alors après-guerre, on avait quand même plus d'ouverture, j'ai trouvé. Je pense toujours au mot du Christ, aimez-vous les uns les autres. Il n'y a que cette solution-là. Tout le reste, on voit bien que ça n'a pas marché. Ça ne marche pas. La paix est un combat et n'est jamais gagné d'avance. C'est toujours un combat, il faut mériter la paix. Je vois par exemple la crise de l'Église à l'heure actuelle. Elle ne me démolit pas. Au contraire, je dis, l'Église a passé par d'autres crises et l'Esprit Saint l'a toujours fait rebondir. L'essentiel renaît toujours dans le cœur de quelques-uns pour se communiquer aux autres à travers l'histoire. Ça montre justement que l'Église, elle tient du miracle. Elle tient du miracle.